Travailleurs, travailleuses de la culture, de l'événementiel et du tourisme. Étudiants et étudiantes, publics de la culture. Nous occupons le Théâtre National Populaire à Villeurbanne. Comme nos camarades du Théâtre de l'Odéon à Paris. Et de tous les autres théâtres dont les occupations se multiplient partout dans le pays. Nous occupons pour obtenir la prolongation et l'élargissement de l'année blanche. Pour obtenir l'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage. Pour obtenir la réouverture des lieux culturels, puisque des protocoles sanitaires validés scientifiquement existent. Pour obtenir un plan de financement massif de soutien à l'emploi dans le secteur culturel. Notamment pour l'insertion professionnelle des étudiants et étudiantes. Pour obtenir une sécurité sociale pour tous et pour toutes. Pour obtenir l'extension du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans. Nous occupons pour les urgences sociales. Mais nous occupons aussi pour autre chose. Pour retrouver un peu de joie, d'espoir, de volonté. Pour résister, pour sortir, pour manifester. Pour que les artistes essaient de donner du courage aux citoyens et citoyennes confinés depuis un an. Aux soignants et soignantes toujours méprisés par le gouvernement. Aux étudiants et étudiantes abandonnant leurs études. Nous occupons à l'intérieur. Pour qu'il se passe des choses à l'extérieur. Emmanuel, Marion, Léonie, Élodie, Aurélien, Marcelo, Mathieu, Lucie, Georges, Grégoire. Occupons ailleurs qu'à l'Odéon, occupez aussi à Douarnenez. Occupons ailleurs qu'à l'Odéon, occupez aussi à Douarnenez. Occupons ailleurs qu'à l'Odéon, occupez aussi à Douarnenez. Occupons ailleurs qu'à l'Odéon, occupez partout où vous voulez. Occupons ailleurs qu'à l'Odéon, occupez partout où vous voulez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et voilà, 18e édition. Déjà, et avec un nouveau décor. Merci à Jésus pour ce nouveau décor, le producteur de notre hebdo des luttes. Au menu, vous l'aurez compris, on va s'occuper principalement, mettre en exergue les occupations de lieux culturels. On a commencé avec notre intro autour de Villeurbanne et de Douarnenez. Le tout image sera consacré justement à ces occupations, tout en chansons et en musique. Et puis les brèves de lutte, ce sera encore autre chose. Oui, ça prend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre la réforme de l'assurance chômage. Et j'ai compris en fait qu'ici, dès le départ, il y avait des saisonniers, des guides conférenciers, des gens qui sont des intermittents de l'emploi. Et la lutte qu'on défend ici, c'est les droits à la personne. C'est de détacher les droits au chômage de l'emploi. Et qu'on ait des droits inconditionnels, que l'entrée dans les droits soit inconditionnelle, soit élargie, et que la durée des droits soit inconditionnelle, et qu'on n'ait pas besoin d'être intermittent du spectacle pour avoir certaines faveurs, comme l'année blanche. Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le pain. Le théâtre est donc, au premier chef, un service public.
tout comme l'électricité, l'eau et le gaz. Vouloir tard, c'est ne pas vouloir. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Maudit d'un fleuve, emportant tout qu'il est violent. Mais on ne dit jamais rien du fleuve, de la violence des rives qui en sert. On dit que le vent qui courbe les bouleaux est violent. Mais qu'en est-il de la tempête qui courbe les hommes qui travaillent dans les rues? Le théâtre est le désordre incarné. Et pour faire l'éloge du théâtre, il faut commencer par faire l'éloge du désordre. Je suis là aussi avec tous les copains. Il y a ici les copains intermittents principalement, mais même avec, on avait un copain cheminot qui était là jusqu'hier. Et puis tous les autres copains dans la galère, tous les autres intermittents du travail, de l'emploi. On essaye de voir un peu plus grand que juste la réouverture des lieux de culture. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est de dire pourquoi on se bat. Et là, comme je vous ai expliqué, pour nous, c'est deux choses indissociables. Le droit à la culture et le droit au travail, le droit à la protection sociale, le droit à la justice sociale pour tous. Et nous, on peut juste témoigner de ça à tout le monde et dire voilà pourquoi on boit et voilà les moyens qu'on se donne. On occupe nos lieux de travail, on occupe l'Odéon pour ça. Et ce qu'on espère du fond du cœur, c'est que cet appel soit repris par d'autres, que ça résonne pour d'autres gens et que chacun se l'approprie. Nous, on n'est pas en capacité de dicter à chacun la manière ni dont ils doivent lutter et ni pourquoi, etc. Ils sont les mieux placés pour le faire. Toute culture naît du mélange, de la rencontre, du choc. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations. Octavio Paz, poète mexicain. Et à ce propos, Madame Bachelot, Monsieur le gouvernement, rouvrez les lieux de culture. D'ailleurs, à ce propos, à l'heure où nous enregistrons ce journal, 50 lieux de culture sont actuellement occupés. Le théâtre du Merlin à Marseille, le théâtre de Lille, le théâtre de Rennes ou encore l'Odéon à Paris. Mais sur la carte derrière moi, vous pouvez visualiser tous les sites occupés à ce jour. La SNCF, elle est au top. Depuis le 8 mars, elle a décidé de diviser par deux les lignes de train qui desservent Paris-Clermont et Clermont-Paris. On devait revitaliser les régions. Apparemment, ce grand précepte a été oublié. Coup de gueule, on va le dire comme ça. Monsieur Castex dit un jour, ce qui n'est pas normal, c'est que les soignants ne soient pas vaccinés. Mais Monsieur Castex, ce qui n'est pas normal, c'est que pendant des mois, les soignants ont travaillé sans protection, au péril de leur vie. Ce qui n'est pas normal, Monsieur Castex, c'est que vous aviez une politique incohérente au travers des masques y compris des tests de vaccination. Ce qui n'est pas normal, Monsieur Castex, aujourd'hui, c'est que vous fermiez des lits d'hospitalisation, notamment à Paris, moins 300 lits. Ce qui n'est pas normal, Monsieur Castex, c'est que vous n'augmentez pas les lits de réanimation. Ce qui n'est pas normal, Monsieur Castex, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les soignants veulent se faire vacciner et que vous n'avez pas de vaccin. Ce qui n'est pas normal, Monsieur Castex, c'est qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas la possibilité aux laboratoires
d'avoir les brevets gratuitement et donc permettre à tout le monde de pouvoir produire des vaccins. Et ce qui n'est pas normal, monsieur Castex, c'est qu'aujourd'hui, vous stigmatisez les soignants. Exploitation du 19e siècle au 21e siècle. Un patron de laboratoire médical propose à ses salariés de travailler en télétravail. Quoi de plus normal? Donc il leur file un ordinateur, mais par contre, si l'ordinateur tombe en panne ou se casse, c'est l'employé qui doit le réparer à sa charge ou le payer à sa charge. S'il n'y a plus d'Internet, ce qui peut arriver, une panne d'Internet, eh bien pendant cette panne d'Internet, le salarié n'est pas payé. En gros, c'est comme au 19e siècle, amène-moi le charbon ou le bois de chauffage pour chauffer l'atelier, et moi, je m'occupe du reste, ça veut dire rien du tout. En télétravail, le patron, il paye plus de loyer, il paye plus de chauffage, il paye plus d'eau, il paye plus d'électricité. À quand le travail gratuit? D'ailleurs, la Poste, elle est aussi au top. Plusieurs agents de l'établissement de Lisieux viennent de recevoir un courrier leur annonçant, je cite, « Je vous informe qu'au titre des fonctions exercées durant l'année 2020, une prime d'équipe d'un montant de 0 € brut, oui, tu as bien entendu, 0 € brut, vous sera attribuée. » Voilà comment la Poste remercie les équipes qui, durant l'année écoulée, ont travaillé plus que de raison. Lorsqu'il y a une bonne nouvelle par rapport à une boîte, et notamment dans le luxe, il faut le dire. Hermès, par exemple, qui est installé dans le Puy-de-Dôme depuis plusieurs années, a décidé de continuer d'implanter en local ses ateliers de fabrication, notamment au niveau des artisans. Et donc, il va réintégrer dès 2024 la manufacture des tabacs de Riom, l'ex-manufacture des tabacs de Riom, et c'est à la clé 250 artisans qui vont produire du Hermès. On peut s'en féliciter. Enfin, une bonne nouvelle. En Espagne, qu'ils travaillent pour Deliveroo, Just Eat, Glovo ou autres, les livreurs à vélo vont devenir des salariés. Ainsi en a décidé le gouvernement de coalition de gauche, qui par la même occasion va modifier le code du travail en ce sens. On va débuter nos séries de reportages par un Comment ça va ? Un Comment ça va au théâtre du Merlan, occupé depuis vendredi dernier par les gens de la culture. Ce ne sont pas que les intermittents du spectacle. C'est un extrait de ce reportage que nous vous présentons dès à présent. J'ai été un des premiers avec l'équipe. Enfin, on était 5 au début. On est arrivé, c'était 14h à peu près le vendredi, pour discuter justement de l'occupation avec la directrice, qui a accepté sous certaines conditions par rapport donc au protocole sanitaire. Donc on s'est mis d'accord et puis tout se passe très bien là pour le moment. Mes motivations premières, déjà essayer de comprendre une situation dans un premier temps. C'est-à-dire on a repris le travail donc en septembre-octobre. Donc on nous a imposé tout un protocole drastique. Donc qui a très bien marché, donc des demi-jauges dans les théâtres, distanciation, etc., gel, masque, donc tout ça. Et début novembre, on nous dit stop, on arrête tout. Donc déjà, on comprend pas trop, sachant que dans certains lieux dans lesquels je travaille, ils sont allés jusqu'à acheter des outils en plusieurs exemplaires pour pas qu'on se refile les outils entre nous. Donc c'est allé très loin. On a dépassé le protocole officiel, on va dire. Et là, d'un coup, plus rien. Ici, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. L'équipe du lieu, vraiment agréable. Tous les jours, on fait un point sur la journée, de manière à laisser les autres, de manière à ce que tout le monde puisse travailler. Donc, il y a une compagnie qui est en plein montage et répétition sur le grand plateau, une autre compagnie qui est au studio, qui travaille sur leur spectacle. Donc, du coup, on essaie de coordonner tout ça. Tous les jours, on fait un point et ça se passe au top. Pourquoi le Merlan ? Parce que déjà, c'est un lieu représentatif de par son travail, de par sa position, quartier populaire, etc. Et parce que nous, c'est ça aussi qu'on veut, quoi. C'est nous aller dans un lieu, élitiste. On a envie de travailler avec l'humain. Voilà, on a envie surtout d'informer et d'échanger avec l'humain. Donc, je pense que le lieu ici est tout à fait adapté.
Moi, à la base, j'étais venue surtout pour me renseigner un peu plus sur justement cette nouvelle réforme du chômage, tout ça. Et puis parce que c'est beau d'avoir un lieu un peu de convergence où on se retrouve, où il y a plein d'artistes, de techniciens, il y a plein de gens qui font plein de choses et de se retrouver à pouvoir dialoguer avec nous. On va rentrer dans ce milieu-là, enfin on espère, et du coup de dialoguer avec des gens qui aujourd'hui y sont. C'est quoi nos problématiques communes et qu'est-ce qu'on veut, tout ça. Enfin, c'était surtout pour rentrer dans un dialogue que je suis venue ici. Pareil. Et puis en fait, nous on a vu que les théâtres étaient occupés, que ça prenait de l'ampleur comme ça, et on s'est dit ouais, nous aussi on veut rejoindre ce combat-là parce qu'on est étudiants et qu'on a juste envie de retrouver des scènes et de retrouver des gens et de refaire du théâtre et tout. Et du coup on s'est dit que comme c'était ouvert ici et que on a été hyper bien accueillis, on s'est dit on va faire un tour là-bas, voir comment ça se passe, et du coup on a discuté un peu avec tout le monde et C'était intéressant. Ouais, c'était vraiment vraiment intéressant. Hier, il y a eu une sorte de petit AG où du coup ça permet aussi un peu mieux de se rendre compte des enjeux et des problématiques liées autour de l'année blanche, enfin de toutes les demandes en fait qui sont faites par les syndicats. Parce que moi, c'est vrai que je pensais réouverture des théâtres, mais en venant ici, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas que ça et qu'il y avait vraiment tout le contexte autour des droits qui sont enlevés petit à petit, tout ça. Les raisons, il y a ce qui nous concerne personnellement, nous en tant qu'intermittents, mais je pense que je viens plus en tant que citoyen qu'en tant que comédien, parce que je crois qu'il y a un tsunami social monstrueux qui s'annonce, notamment avec la réforme de l'assurance chômage, et je viens pour essayer de montrer qu'on est là, qu'on est présent et de faire prendre conscience au maximum aux gens au-delà de nos métiers, de ce qui les attend, de ce qui leur prend au nez. J'ai l'impression qu'on est dans un immeuble qui brûle et je vois beaucoup de nos concitoyens, de nos contemporains qui se disent je m'en fous, c'est pas mon étage. Mais si, ça va arriver à ton étage, mon gars. Toi aussi, alors si tu prends pas ton extincteur avec tout le monde, toi aussi tu vas y passer. Et c'est surtout ça que moi je voudrais te porter, faire passer. Gros plan sur Dresser-Rand au Havre. Bruno et Jonathan, 2 élus CGT du site, vous expliqueront la manière scandaleuse qu'utilise Siemens pour supprimer 330 salariés sur la place. Notre boîte, elle fait de la fabrication neuve de turbocompresseurs et aussi de turbines à vapeur, et a fait aussi ce qu'on appelle dérivants. Donc c'est des modifications de machines qui sont sur site avec des parties neuves et aussi beaucoup de réparations. On est vraiment sur toutes les activités de notre branche. On est un groupe, une usine assez importante, et on est sur toutes les activités de la branche. Mais c'est une usine qui est juste au Havre ou il y a d'autres boîtes en France? Non, en France, au jour où on a été racheté par le groupe Siemens, c'est un groupe de 7 ou 8 000 salariés qui a été racheté en 2015 par le groupe Siemens. Le groupe Dresser avait des entreprises, donc une au Havre, chez nous en France, une aux États-Unis et puis un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, du fait qu'on ait été racheté par Siemens, on a d'autres usines en France, mais qui sont pas spécialement dans la même activité que nous. Nous, on est vraiment une activité liée au oil and gas, à l'extraction de pétrole. Les autres usines sont plutôt sur d'autres activités. Notre branche à nous, il y a vraiment que en France, il y a qu'une usine en France, c'est la nôtre. Ouais, aujourd'hui, on ferme pas complètement le site. La production liée au turbocompresseur est arrêtée. Mais on garde quand même une activité d'engineering, de gestion de projet. On était 550 à peu près aujourd'hui. Ils suppriment à peu près 300 postes sur les 550. Et ils justifient cette suppression de postes comment? Ils essaient de justifier avec des raisons économiques plus ou moins acceptables. Et ce qu'il faut savoir, c'est avant d'être racheté par Siemens, donc on était un site qui était le plus rentable du groupe Dresser-Rand. Quand ils nous ont racheté, sur les deux premières années, en fait, ils ont remonté 70 millions d'euros de dividendes. Déjà, on avait une grosse trésorerie sur le site du Havre, donc ils ont remonté ces dividendes-là. Et chaque année, en fait, ils ont mis une nouvelle règle comptable pour pouvoir nous ponctionner de l'argent au fur et à mesure. Et à terme, à l'heure d'aujourd'hui, être tout juste à l'équilibre, voire des années un peu compliquées où on est déficitaire. Ça, c'est sur les chiffres, alors que dans la réalité, si on enlève toutes ces règles-là, on est toujours en positif tous les ans. Ils nous ont imposé un modèle économique qui est le modèle économique de la plupart des grosses multinationales. Voilà, aujourd'hui, les marges sont prises
via ce qu'on nous on appelle des régions, des centres régionaux dispatchés à travers le monde, et ils passent des commandes aux sites de production comme le nôtre, et nous chez Siemens aujourd'hui il y a une règle qu'on appelle interco, c'est coût de production plus 5%. Voilà, la marge qu'on fait aujourd'hui sur ces commandes-là, c'est 5%. Tout du long d'un processus d'industrialisation, 5% de marge, vite perdu. Hein. N'empêche que le gros de la marge, il est pris quand même au départ de l'entrée de commande, quoi, hein, par Siemens. C'est pris par les régions et remonté directement au groupe via des procédés plus ou moins opaques, hein, des holdings, etc., en Hollande. On a toujours été un centre de profit et depuis qu'on est racheté depuis 2015, en fait, ils ont fait en sorte qu'on devienne un centre de coûts. Et c'est pour ça que c'est les coûts plus 5%. C'est un modèle qui est bien rodé et dont ils ont une grande maîtrise. Ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, on savait que le combat, il allait être très long. Parce que là, on y est quand même depuis le 1er septembre, donc ça commence à faire quelques mois. Et on voulait pas mettre les salariés dans la lutte par le biais de la grève dès le début, parce qu'on savait très bien que pour tenir des salariés en grève pendant plusieurs mois, c'est compliqué. Enfin, on est une ville où il y a quand même beaucoup de lutte sociale. Le Havre, il est quand même assez réputé pour ça. Et ça a été compliqué de mettre les salariés dans la lutte. Et la direction a bien joué son jeu parce qu'ils nous ont amené chose qu'on ne voulait pas faire. En fait, nous, on voulait vraiment discuter de la raison économique avant de discuter des modalités d'accompagnement. Ce qui est peut-être important de dire aussi au niveau de notre entreprise, en fait, nous, historiquement, ça fait depuis la création du CE, en fait, c'est un des premiers CE de France qui a été créé après-guerre. Et on a toujours été majorité CGT. Ça a toujours été la CGT qui était le syndicat majoritaire. Ça a toujours été la CGT qui a eu la gestion du CE et maintenant du CSE. Et avec ce plan-là, mine de rien, il pète à peu près, il y a 90% de nos élus qui vont être licenciés. On passe à une autre actualité, celle des TUI France. TUI France, c'est une agence de voyage qui est gérée par des Allemands. Et c'est des gars qui ont été licenciés, 600 licenciements sur 900. On en a parlé 2-3 fois déjà dans nos hebdos des luttes. Et cette fois-ci, nous les avons rencontrés. Ils étaient à Gardanne. Et voici ce qu'ils disent. Vous TUI France, à un moment donné, licenciement massif, parce qu'en fait, délocalisation au Maroc. Au départ, on nous a vendu ça comme une aubaine pour nous soulager, parce qu'il y avait beaucoup de travail ici à Levallois, en région parisienne. Du coup, on a pris ça... nous, les élus, on a senti un peu la patate, on s'est dit ça sent mauvais. Et que pour après, 3 ans après, on nous dit, bon voilà, la pandémie était une excuse justement pour licencier les salariés, c'est une excuse. C'est ça, en fait. En fait, la délocalisation au Maroc, elle était déjà dans les tuyaux. Voilà, ça a contribué, on va dire, la pandémie à licencier les salariés, en fait. C'est tout ça. Mais 600 sur 900, c'est énorme. Ouais, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe a cumulé des plans tous les 2 ans, en fait. Depuis, c'est au 10e plan, là. Faut le savoir, hein. C'est le 10e plan, ouais. Mais TUI, c'est quoi ça? TUI, c'est quoi en fait? C'est une agence de voyage en fait. On représente plusieurs marques de voyage. C'est un tour opérateur en fait. Loop Voyage, Nouvelle Frontière, Marmara. On vend du voyage quoi. Et le premier, on est numéro 1 mondial, faut le faire quand même. Ah, vous êtes numéro 1 mondial? Ah ouais, parce que les licenciements, c'est dans le monde entier que ça subit. Vous en 10 000 salariés et 8 000 licenciements. Voilà. Ça va, tranquille. Ouais, c'est tranquille. L'actionnaire, et l'actionnaire, il lâche rien. La directe a accepté, en fait, voilà. Elle a validé. Et donc, votre bataille aujourd'hui, c'est que le 17 mars, vous avez un autre rendez-vous. Voilà, on a un rendu, sur le plan, qu'il soit cassé, quoi. Cassé ou revu. Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ce point, mais nous on espère qu'il soit cassé parce que ça ne justifie pas un massacre social comme celui-ci, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des salariés ont fait que du tourisme. Pour retrouver du travail après, ça va être compliqué. Vu la conjoncture actuelle, ça va être difficile. C'est même quasi impossible. Quand on revoit que l'aérien va repartir d'ici, on va dire 2024, 2025 si tout va bien. Et encore, ce qui nous pose problème avec la directe, c'est que pour nous, elle est de mèche avec la direction. Parce qu'on les a vus au premier procès. Quand on les a assignés, l'avocat de TUI et la directe étaient côte à côte en train de parler, ils étaient de mèche. C'était flagrant. Et ce qu'on n'a pas aimé quand on s'est déplacé une deuxième fois, c'est qu'on a entendu une responsable nous dire, écoutez, on n'a pas pu aller au fond de votre dossier parce qu'on est en sous-effectif. Vous imaginez, notre vie dépend du sous-effectif de la directe. C'est quand même scandaleux d'entendre ça, quoi. On garde espoir et on lâche rien jusqu'au bout parce que nous, chez TUI, à la CGT, on n'est pas des victimes. Et on se battra, on est virés, mais pas morts. Nous, on est en bagarre depuis le mois de septembre, date à laquelle ils nous ont annoncé la suppression de 600 postes sur 900, 2 salariés sur 3.
Et en plus, par visioconférence, pour vous dire comment ces patrons sont courageux, ne pas vouloir nous affronter, nous licencier par visioconférence. Et on a décidé de rien lâcher. Il faut se battre, car qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On va laisser quoi? Des cimetières d'emplois? C'est ça l'avenir qu'on laisse, l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Donc c'est bien pour ça qu'il faut continuer à se battre. Soi-disant, les premiers de cordée, ça devait ruisseler sur nous. Il n'y a que de la merde qui ruisselle sur nous. Donc à un moment, on a un président qui se branle parce qu'on est sur Mars, mais les problèmes, ils sont ici. C'est ici qu'il faut qu'on se batte, tous ensemble comme des chiens. Parce que comme on dit toujours, eux, ils sont une poignée, nous, on est des millions. Donc si on arrive à avoir cette fameuse mutualisation, on va y arriver, on va les faire plier. Et se battre comme des chiens. Voilà, jusqu'au bout. Comment ça va avec Christophe Barbier? Alors Christophe Barbier, c'est le président de La Belle Aude. Alors pour l'histoire, La Belle Aude, c'est une société qui appartenait à Pilpa et qui a failli fermer. Et les salariés ont mené le même combat que ceux de 1336, à savoir la création d'une scope. Ça s'est fait dans des conditions extrêmement difficiles. Mais ils ont réussi et 7 ans après, ils nous racontent leur histoire. Christophe, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Pour nous, ça se passe au mieux, comme on peut dire. C'est vrai que moi, en fonction, par rapport au mandat, je suis président depuis la création de l'entreprise, depuis 2014. Et il faut savoir que derrière, on vient d'une entreprise, on est une entreprise particulière parce qu'on est une entreprise sous forme de SCOP, qui est une société coopérative ouvrière et participative, qui a été formée suite à une lutte sociale pour contrer une fermeture qui appartenait à une multinationale dont le siège social était en Angleterre pour fabriquer, et on fabriquait plutôt des glaces au niveau national. Et on avait des marques comme Oasis, Disney, on faisait aussi un petit peu pour Fauchon, on avait quelques licences qui permettent d'avoir des produits qui étaient valorisés et qui étaient vendus en grande surface. En fait, on est issu d'une entreprise qui date depuis 1972, qui a été créée en 1972. Donc, il y avait un savoir-faire sur Carcassonne de glacier qui était au départ une valorisation du lait au niveau du sud-ouest, où on appartenait à un groupe laitier 3A. Et donc, ils avaient l'idée de faire une unité de crème glacée sur Carcassonne. Au fur et à mesure de l'évolution, l'entreprise Pilpa a eu une croissance assez importante jusqu'à devenir marché national. Avec à peu près, on était entre 150, 160 salariés en temps plein. Et donc, on pouvait monter jusqu'à quasiment 250 salariés, qui a mené aussi de l'emploi, qui a mené derrière aussi une richesse économique au niveau de notre ville, qui n'est pas une grande ville où il y a beaucoup d'industries et surtout de transformation, et qui était devenue une institution dans notre ville. Et donc on a annoncé une cession d'activité à une grosse entreprise multinationale qui était déjà basée en Angleterre, où il y avait déjà plusieurs usines, notamment en Pologne, en Allemagne. Il y avait déjà des usines en France, on n'était pas la seule qui était en France, et donc qui ont voulu racheter le site industriel et ainsi que sa masse salariale et l'activité, pleinement. C'est un rapport de force. Et ce rapport de force a été créé justement par ce mouvement syndical et derrière d'établir, de faire du bruit et de se faire connaître. C'est un combat perpétuel où il fallait amener tout le temps du doute à notre employeur, ce qu'on a fait d'ailleurs. Le fait de les amener 2 fois en justice aussi, ils se sont remis en question parce que derrière il fallait tout refaire de leur côté par rapport au plan de sauvegarde de l'emploi. Et ils se sont dit, cela on ne va pas se débarrasser d'eux comme vous voulez. Et d'accepter certaines conditions qu'on leur avait demandées, notamment c'est de nous laisser derrière des outils qui étaient déjà en place avec la structure Pilpa. C'était d'avoir de l'argent pour acheter des nouveaux outils, de nous accompagner sur la formation, mais ils étaient forcés. En juillet 2013, on a signé ce compromis, et c'est à partir de là qu'on a mis en place cette nouvelle société qui s'appelle La Fabrique du Sud, qui est une société du Sud, comme son nom le dit, à Carcassonne. Et on a essayé de trouver aussi une stratégie pour refaire de la glace, mais de la glace artisanale. On a repris, en fait, sur les 100 mètres 4 licenciés, 19 salariés qui ont voulu
reprendre l'activité et nous suivre dans ce combat qui était un autre combat, c'est-à-dire de repartir avec une société coopérative. Le futur, on le voit d'une façon, il dépend de la construction du départ. On est parti sur 3 mots qui valorisent en fait le cadre de la SCOP aujourd'hui, même aujourd'hui, qui est d'amener une qualité du produit, de l'innovation, comment mettre en œuvre des nouvelles glaces d'une façon autre de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les rayons, dans les supermarchés, et du local. C'est redonner du sens aussi à travers que quand vous achetez un produit Label, en même temps vous participez à générer de l'économie au niveau local, que ce soit sur notre département ou la région. Les particularités de Scope, c'est que les bénéfices sont répartis localement et au niveau des salariés, et aussi une partie des bénéfices va dans l'investissement. Donc on est parti sur la première année à 750 000 € de chiffre d'affaires, qui n'est pas une année pleine, parce qu'on a démarré en mois d'avril 2014. Et aujourd'hui, on est à 3 200 000 € sur l'activité, donc des progressions qui sont assez constantes. Et donc on a un mode de progression qui est constante d'année en année. On essaie de faire plus 10% tous les ans, en ayant aussi une réflexion de notre développement. Et notre force, je crois que c'est la plus grosse force qu'on a aujourd'hui, la plus grande richesse qu'on a dans l'entreprise, c'est que les sociétaires, salariés, savent aussi être agiles par rapport à l'environnement extérieur. On est tous issus des ouvriers issus de la fabrication de produits, et il y en a la plupart qui ont changé totalement de métier, parce qu'ils savaient que derrière on ne pouvait pas faire autrement. Eh bien, on termine par la culture, Philippe. Alors, on ne présentera pas de livres durant tout le mois de mars, parce qu'on va présenter des films qu'on met sur notre chaîne YouTube, en l'honneur, en tout cas pas l'honneur des femmes, mais par rapport à la défense et la lutte des femmes. Et on a quelques pépites à vous proposer pour cette semaine. Alors, ce sont notamment 3 films de l'INA. À quoi servent les femmes? C'était en 1964. Hein. À quoi servent les femmes? Et Prêt pour le mariage. 2 petites pépites de masculinité ou patriarcat qui est à regarder avec délectation. Et puis, aussi en 1973, l'INA, enfin en tout cas c'était le RTF à l'époque, pour ou contre les femmes en pantalon. Voilà, c'est très intéressant, donc voilà, un peu pour rigoler, voilà. Et puis 2 autres films, un peu plus sérieux, c'est un reportage d'Arte que nous avons pu récupérer sur les féminicides, non pas en France mais en Argentine, et les femmes se rebellent par rapport à ça, elles sont très actives. Et puis un dernier film qui nous a été proposé par France 2, dans Les Yeux d'Olivier. Vous savez, c'est les séries de reportages des Yeux d'Olivier, où il rencontre des gens, c'est très humain, et là il s'est attaché à raconter les femmes de la Terre. Voilà, cette 18e édition est terminée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir Thierry. Et puis, restez connectés sur YouTube, sur Facebook, Plus belle les luttes, Hebdo des luttes, et notre chaîne YouTube. Et abonnez-vous. Abonnez-vous.